À la une de l'actualité aujourd'hui, cette médiation qui est pour l'heure un échec entre la CSTM et la direction de la Sotravom. La proposition formulée hier a été refusée par le syndicat. Une autre est en cours d'analyse ce soir. Les sargasses font le malheur de nombreux habitants en Martinique et pour cause, leur santé comme celle de leurs appareils électroménagers est constamment menacée. Néanmoins, à Trinité, les algues font aussi le bonheur des pêcheurs. Et puis c'est un talent qu'ils ne veulent plus cacher. Derrière les employés de la fonction publique territoriale, il y a parfois des artistes. Le CNFPT les met en avant chaque année depuis 3 ans, à découvrir cette année jusqu'au 2 mai l'exposition qui leur est consacrée. Et notre invité sera Danielle Laport, vous la voyez, sociologue du travail, avec qui nous parlerons du climat social très tendu en ce moment. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer ces titres, c'est quelques images d'un feu de broussailles plutôt conséquent à Sainte-Luce cet après-midi. Le quartier Monésy a vu 600 mètres carrés de terrain partir en fumée. Alertés peu après 15 heures, les pompiers ont dépêché sur place 4 camions, des véhicules venus de Ducos, du Marin, de Rivière-Pilote et de Rivière-Salée. 19 pompiers ont été mobilisés, parmi eux le chef de garde de Rivière-Salée, Bruno Elcourt. Il répond à Michelet François. À notre arrivée sur les lieux, nous avons constaté qu'il y avait des amas de bois qui ont été rassemblés par un particulier ou une entreprise et dans lequel le feu a pris. À cette époque de l'année, il est interdit de brûler des broussailles, donc j'appelle tous les particuliers à éviter de faire le feu s'ils ne sont pas capables de le maîtriser. Parlons maintenant d'une plaie dont la Martinique a bien du mal à se débarrasser, les sargasses. Si les communes de la façade atlantique sud, comme le François, le Vauclin, ou même un peu plus au nord, le Robert, sont très touchées par le problème, d'autres, comme Trinité, doivent elles aussi faire face à ces algues nocives. L'ampleur du phénomène y est certes moins importante, mais la population est néanmoins très incommodée, notamment à Tartane. Cependant, si les sargasses font le malheur des uns, elles peuvent aussi faire le bonheur des autres, comme l'a constaté Guillaume Bacoul. Les frigos, tout ça, ça a abîmé. Avec l'odeur, tout ça, ça gêne. C'est vraiment gênant. Dès qu'on l'a enlevé aujourd'hui, et là, après, 15 jours après, ça revient. Il y a quelque chose de dérangeant au royaume de Tartane. Comme beaucoup de communes de la façade atlantique, ce quartier qui vit du tourisme et de la pêche est régulièrement assailli par les sargasses et leur cortège de nuisances. Pourtant, côté municipalité, on tente d'endiguer le phénomène. Mais ici, comme à Cosmy, un des autres sites touchés par l'invasion, le ramassage des algues doit impérativement se faire manuellement. Un arrêté préfectoral interdisant l'utilisation de tractopelles. Parce que toutes les plages de la Trinité sont des plages où les tortues viennent pondre. Il est évident qu'on ne peut pas avoir des agents au quotidien sur ces plages-là, parce que ça arrive au quotidien. Nous n'avons pas l'effectif nécessaire. Et donc, nous faisons appel à l'État et aux collectivités, conseil régional, conseil général, pour nous aider. Mais les sargasses ne font pas que des malheureux. Les pêcheurs de Tartane ont observé depuis peu un drôle de phénomène. On a l'habitude de voir les coulis ou ailleurs, mais là à Tartane, il y en a plein. Des sardines, des coulis ou plein de poissons sous les sargasses. C'est une bonne chose. Ah oui. Il y a une chaîne alimentaire qui se produit en dessous. Et des fois, bon, comme on dit, c'est un poker, quoi. Des fois, il y en a, des fois, il n'y a pas. On arrive à pêcher au large de la droite coryphène, des poissons en dessous, des pélagiques plus ou moins. Une réunion est d'ores et déjà programmée en sous-préfecture la semaine prochaine entre les municipalités touchées et les services de l'État. Objectif, faire remonter les besoins matériels et humains afin de tenter de lutter, une fois de plus, contre cette algue bien envahissante. Et notez que selon les derniers relevés de l'ARS, l'Agence régionale de santé, la baie des Mulets au Vauclin était aujourd'hui la plage sur laquelle les émissions d'hydrogène sulfuré étaient les plus importantes. Essayez autant que faire se peut de vous éloigner de cette plage donc, et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes. Au chapitre justice, le directeur des services judiciaires du ministère est en Martinique pour la première fois. Une visite dont l'objet principal est le chantier de la nouvelle cour d'appel. Le bâtiment devrait être livré le 15 avril, des locaux flambant neufs qui se chiffrent à 30 millions d'euros, mais qui ne plaisent pas à tout le monde. En effet, l'une des salles d'audience présente une particularité. Les procureurs y siégeront au même niveau que les avocats et non pas sur une estrade comme à l'accoutumée. Un détail qui fait grincer des dents dans l'Hexagone. Écoutez, Jean-François Benel, il répond à Hélène Renaud.
La garde des Sceaux a souhaité localement, conformément à une tradition locale qui est ancienne, a souhaité que l'estrade qui concerne le ministère public soit au même niveau que celle qui concerne les avocats de la défense ou des parties civiles. C'est une position que la ministre a prise pour ce territoire, pour ce département de Martinique, qui ne s'applique qu'en Martinique. Elle a eu l'occasion de le confirmer et de l'indiquer. Il ne s'agit pas de modifier ce positionnement dans les autres juridictions, puisqu'elles sont inchangées. Mais en Martinique, elle a été sensible aux arguments qui faisaient état d'une tradition. Je rappelle de manière tout à fait simple que déjà l'estrade au tribunal de grande instance, dans la salle des assises actuellement, l'estrade du ministère public se trouve au niveau des avocats, comme c'est le cas. Comme ce sera le cas également dans la salle pénale de la Cour d'appel. Et nous allons, et j'en profite pour vous l'annoncer, la ministre a décidé de faire un effort particulier pour le tribunal de grande instance et pour allouer des moyens supplémentaires pour permettre à ce tribunal de mieux fonctionner. C'était aussi une des raisons de ma visite. Ils vont servir à améliorer le rythme de travail, à améliorer l'écoulement du stock en matière pénale. Ils vont servir également à renforcer le registre du commerce et des sociétés pour que les entreprises puissent avoir leurs documents plus rapidement. Et ils vont servir également sur le plan civil à renforcer les affaires en matière familiale notamment. Les voyageurs du réseau Mosaïque l'avaient espéré, c'est loupé. La médiation entre la CSTM et la direction de la Sotravom ne donne toujours rien. Hier, la direction avait pourtant fait une proposition au syndicat. 2 salariés licenciés, requalifiés, formés et intégrés ensuite au sein de la CFTU. Pas de quoi convaincre la CSTM qui reste campée sur ses positions. Écoutez son secrétaire général Bertrand Cambusi, il répond à Hélène Renaud. Les médiateurs proposent quoi? Ils proposent que des salariés abandonnent leurs droits au profit de l'argent. Autrement dit, les salariés, bien qu'en n'étant pas fautifs, acceptent d'être licenciés et on va leur donner un petit peu d'argent et il y a un troisième homme qui apparaît brutalement, comme s'il était dans la médiation, c'est la CFTU, qui s'engage à reprendre les salariés, mais dans 7 mois. Donc par conséquent, nous estimons que c'est inadmissible, inacceptable et nous disons que c'est méprisant de proposer ça à une organisation syndicale. On ne peut pas nous écraser lorsqu'il y a des difficultés d'interprétation et quand il n'y a pas de difficultés d'interprétation, que les choses soient claires, nous constatons que là encore on veut nous écraser. Donc par conséquent, il est hors de question pour nous de rester accroupis. Nous allons mourir debout s'il faut. Et depuis 15h30, une autre proposition a été formulée. Les médiateurs restent optimistes. Ils sont toujours en réunion avec les syndicats et la direction de la Sotravom pour trouver un accord au siège de l'ARACT. Et puis toujours au chapitre social, notez que les mouvements de la fourrière départementale, de la mutuelle UFR et des agents municipaux de Bellefontaine se poursuivent. Enfin, pour ce qui est de l'agenda social, un communiqué très bref de Météo France annonce des perturbations demain en raison d'un mouvement de grève. Retour à la normale prévu pour vendredi matin. Et puis demain, les syndicats de la fonction publique seront également mobilisés. Une grève nationale suivie ici notamment par la FSU. Pas de blocage au programme du fait des vacances de Pâques, mais un défilé dans les rues de Fort-de-France pour dénoncer la dégradation des conditions de travail dans la fonction publique. Vous le voyez en tout cas, depuis plusieurs mois, le climat social est plus que tendu. Les grèves se suivent et ne se ressemblent pas. Tentons d'avoir un regard plus global sur cette actualité sociale avec notre invité. Bonsoir Daniel Laport. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc sociologue du travail. Alors, on a l'impression que le climat social en Martinique n'est jamais apaisé, qu'il y a des grèves tout le temps. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'on est vraiment usé par les mouvements sociaux? C'est une impression. Je vais vous donner quelques chiffres. Une étude a été faite par la DIECT et l'IFRTM, l'Institut de formation et de recherche sur le travail en Martinique, qui a fait une analyse de 2010 à 2013. De 2010 à 2013, le nombre de conflits est de 24, en 2011, 17, en 2012, 22, en 2013, 17. Le nombre d'entreprises concernées aussi entre 21 entreprises et 28 entreprises. Lorsque on ramène cela au nombre d'entreprises, d'établissements d'au moins 5 salariés en Martinique, de l'ordre de 2500 à peu près, vous avez la conflictualité est de 0,6%. En France, la conflictualité à la même période était appréciée de l'ordre de 2%.
Ah oui, quand même. Bon. Donc finalement, on n'est pas tant une île de grève que ça. Voilà, alors moi j'aime bien sortir les chiffres pour dire, c'est une impression, comme je dis très souvent, nous sommes sur un petit territoire, chaque fois que l'on bouge, on gêne quelqu'un d'autre, et quel que soit le secteur. Et puis, une des grèves, ça signifie que ça vit. Ça signifie que, certes, les relations sociales ne sont pas au bout fixe, elles sont tendues, même dans un couple. Où vous avez choisi votre époux, vous avez choisi votre épouse, vous avez des conflits, soit avec l'homme, soit avec la femme, soit avec les enfants. Donc, il faut en permanence, dans la sphère du travail, on n'a pas choisi d'être ensemble sur des sentiments, mais sur des enjeux financiers, d'accord ? Des intérêts communs. Donc, des intérêts communs. Donc, pour pouvoir faire la part des choses, c'est qu'est-ce que tu me donnes socialement pour que moi, je puisse de mon travail vivre dignement et à quel niveau je m'investis pour que toi, chef d'entreprise, tu puisses développer de la valeur financière. Tout ça, c'est de la négociation. Donc, moi, je me dis, une société qui vit connaît des crises. Maintenant, il faut savoir comment on va aborder la question de la crise pour que, justement, on n'ait pas des situations qui soient préjudiciables à l'organisation de travail, à la structure et au pain des uns et des autres. C'est ça. Justement, comment, quand un chef d'entreprise, par exemple, est confronté à une grève, il y en a certains qui refusent de négocier, on l'a vu dans le mouvement des agents municipaux, notamment au Lamentin, finalement. Est-ce que, quelle est la meilleure position à adopter? Refuser de négocier parce qu'il y a quand même une certaine défiance de l'autorité, ou aller à la négociation et risquer peut-être de perdre la face aux syndicats? Non, il faut toujours négocier. C'est toujours guerre des nerfs. C'est une relation sociale. Donc, dès qu'il y a un problème, d'ailleurs, s'il y avait un dialogue permanent dans la conduite de l'entreprise ou dans la conduite des équipes, on aurait très bien senti qu'il y a des choses qui ne vont pas. Avant d'arriver jusque-là, il y a quand même pas mal de phases d'interpellation, de signes de mécontentement, etc. Comment on répond très tôt à cela et comment on désamorce des bombes avant d'arriver justement à des situations bloquées? Je dis très souvent qu'un manager doit passer beaucoup plus de temps à travailler sur la dimension, la relation sociale de son entreprise que d'avoir les yeux rivés uniquement à 170% sur les chiffres. Parce que c'est bien beau d'avoir les yeux rivés sur les chiffres, mais si on n'a pas travaillé la relation sociale, cette espèce d'échange permanent dans l'entreprise, justement l'être humain au centre de l'activité, on aura des situations bloquées et incompréhensibles. Pour ce qui est des syndicats, on entend toujours les gens se plaindre souvent des blocages ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'ils abusent de leur pouvoir de nuisance en Martinique? Alors, je ne sais pas s'ils en font trop. Alors, je n'aime pas l'expression pouvoir de nuisance. Moi, je me dis souvent qu'on ne part pas en grève la fleur au fusil. On part en grève, il n'y a pas de salaire au bout. Personne ne part dans... Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les organisations syndicales, j'ai beaucoup travaillé avec les salariés. Les gens, partir en grève, c'est vraiment, bon, on est obligé d'y aller. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas dire que, bon, la grève, on l'utilise. Certes, c'est un pouvoir. Heureusement qu'une grève est là pour gêner des habitudes. Sinon, si ça ne gênait pas des habitudes, les situations, mais oui, les situations resteraient toujours dans des situations, comment je peux dire ça, inégales en permanence. Moi, je crois que les syndicats n'utilisent pas la grève comme une espèce de hochet. Quand on passe à la phase grève-blocage, ça a été mûrement réfléchi. Mûrement réfléchi. Alors, c'est vrai, en revanche, il faut également que dans la négociation, on puisse donner aux organisations syndicales en grève toutes les informations permettant justement de dire, mais ce que je demande là en tant qu'organisation syndicale, ce n'est peut-être pas possible parce que voici les chiffres. Mais on ne communique pas des chiffres, on n'a pas la culture de la transparence, on n'a pas la culture de l'échange. Et la transparence permettrait d'éviter énormément des interprétations, des situations surfaites, enfin beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ramène tout le monde
à une situation d'information égale et on voit comment on peut avancer dans une dynamique économique et financière, mais aussi dans une dynamique sociale. Merci beaucoup, Danielle Laporte, pour ces éclairages ce soir sur le volet social. Merci bien. C'est moi, merci. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira en Guadeloupe pour comprendre les inquiétudes des marins-pêcheurs entre le plan chlordécone et les travaux du Grand Port. Et puis Berbornil nous emmènera ensuite à la rencontre de Marcel, qui a lancé son entreprise de lustrage de phares de voitures itinérantes. Mais avant, je vous le disais, partons en Guadeloupe où les marins-pêcheurs tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines. Ils dénoncent les travaux du Grand Port et le plan chlordécone qui sont deux freins au développement de leur activité, de quoi rendre l'avenir de leur profession plutôt flou. Linda Kayarsi. Depuis plusieurs mois, Chantal se contente d'aller à la pêche et de vendre du poisson. Pourtant, elle a un projet qui lui tient à cœur depuis 4 ans, le pescatourisme. Une activité touristique qui donne la possibilité aux marins-pêcheurs d'accueillir des touristes à bord de leur embarcation pour leur faire découvrir leur métier, l'environnement marin. Mais voilà, avec les travaux du Grand Port, exercer cette activité s'avère difficile. Je ne peux plus faire ce projet-là parce que bon, avec tout ce qu'ils font, ils sont en train de draguer la mer et je ne peux plus emmener les touristes là. Et si dans quelques années, ils font venir des conteneurs, je ne vais pas faire mes touristes voir les conteneurs. Je préfère faire mes touristes voir les bateaux de croisière, mais pas des conteneurs. J'aurais pu aller au niveau du Grand Cul-de-Sac marin, mais j'ai beaucoup trop de concurrents au niveau du Grand Cul-de-Sac marin qui ont des bateaux en nuque et qui font visite de l'île des Carettes. Et les travaux du Grand Port maritime ne sont pas les seuls maux des marins-pêcheurs. Le chlordécone, mais aussi la réintroduction dans nos eaux du Lamentin. Cela fait maintenant 30 ans qu'Harry vit de la pêche et avec tous ces bouleversements, il est inquiet quant à l'avenir de sa profession. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont en train de draguer où on nous a dit qu'il y a du chlordécone. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc ils sont en train de draguer dans le fond et tout ce qu'ils ramassent dans le fond, ils vont le lâcher à 200 mètres de profondeur. Donc là, c'est un plateau qui a des vivanos et de œufs de bœuf. Donc ils sont en train d'empoisonner encore le fond marin. Donc on nous a dit d'aller pêcher au large, mais ils sont en train d'empoisonner au large. Alors qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est ça que je me pose comme question. Aujourd'hui, Chantal, Harry et bon nombre de marins-pêcheurs se sentent seuls, impuissants à mesure que les travaux du Grand Port avancent, mais prêts à se mobiliser pour sauver leur activité. Retour en Martinique où le front de mer de Fort-de-France marquait ce matin la journée internationale de l'autisme. Chaque année, c'est l'occasion de sensibiliser la population à ce handicap qui touche un nouveau-né sur 150. 2500 Martiniquais en sont atteints. Aujourd'hui, ils étaient attendus avec leur famille pour partager avec des personnes valides un moment d'échange mais aussi de détente où les plus jeunes ont pu s'amuser dans des ateliers divers. Guillaume Bacoul. Pour effectivement que le regard de l'autre change par rapport à ce handicap. Ce n'est pas considéré comme une maladie, c'est un handicap qui ces personnes-là vont vivre avec toute leur vie avec ce handicap et donc il faut que l'ensemble de la population l'accepte. Je vous dis, la première étape, c'est la scolarisation, mais après, c'est l'insertion au collège et ensuite dans la vie professionnelle. La Martinique est une terre d'artistes, c'est loin d'être un secret, des artistes qui sont souvent des amateurs passionnés de peinture, sculpture, photographie ou d'artisanat d'art. Au sein de la fonction publique territoriale, ils sont nombreux et depuis 3 ans, le CNFPT a choisi de mettre leur talent en valeur. Le produit fini est une exposition baptisée Empreinte territoriale, un mélange de travaux divers approuvés par des artistes professionnels et exposés donc dans les locaux du CNFPT. Marc-Olivier Dream est allé découvrir cette expo pour nous.
Du temps, de la passion, peut-être même un don pour ces amateurs qui, au-delà de leur activité professionnelle, osent dévoiler leur talent caché. Mon travail me prend beaucoup de temps, mais j'ai des passions extra-professionnelles qui sont la peinture et la musique. Alors c'est vrai que quand on a des passions, on ne compte pas son temps. Et il n'est pas le seul. Photographie, peinture, sculpture, bref, l'art visuel dans toute sa diversité. Depuis le 2 avril, l'empreinte territoriale de ces artistes issus des différentes collectivités s'expose au Centre national de la fonction publique territoriale, des œuvres qui ont tous une histoire. À la sortie de mon travail, sur la route, j'ai vu une palette. J'ai vu une palette et je l'ai récupérée. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai pu faire, c'est j'ai fait une table basse avec. Et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin et de faire autre chose. Il faut savoir que j'ai perdu ma mère très tôt, mais le seul souvenir que j'ai d'elle, c'est un camé qu'elle portait. Et j'ai voulu retrouver cette image à travers cette œuvre qui est quand même tout en gardant mon côté abstrait, essayer de la refaire. Ce tableau qui est un triptyque représente le désir originel dans sa dualité, l'homme et la femme, représenté de façon académique pour l'homme et d'une façon plus figurative pour la femme. Une troisième édition qui vient récompenser une trentaine d'artistes avec la complicité d'Antche Musique. Des musiciens tous employés à la CACEM, eux aussi ont pu s'exprimer devant leur public. Et si d'aventure, votre désir de participer à la prochaine édition d'Empreinte territoriale se précise, une visite s'impose au CNFPT, et ce jusqu'au début du mois de mai. Voilà, jusqu'au 2 mai pour être très précis. C'est la fin de ce journal local. On embraye sur le journal communal. Tout de suite, le JT des communes. Voilà, le JT des communes qui commence donc au Saint-Esprit. L'an dernier, la commune a reçu sa deuxième fleur au concours Ville et Villages Fleuris. Une victoire officialisée ce matin avec la pose des panneaux à l'entrée de la ville. La récompense d'une politique d'embellissement et d'aménagement floral dont les Spéritains sont très fiers. Direction donc la ville aux fleurs avec Loïc Régis. Bientôt sur ce panneau apparaîtra une deuxième fleur, une distinction qui place le Saint-Esprit parmi les villes les plus fleuries de Martinique. Une récompense acquise notamment grâce au travail d'Éric Fagour, lui-même couronné meilleur jardinier de l'île, mais ce paysagiste souhaite surtout partager cette réussite. Selon lui, c'est avant tout une consécration collective. C'est grâce à ce jardin, appelé Place des Fêtes, que nous avons pu avoir la deuxième place du concours Ville et Village Fleuris. Ce prix représente quand même un travail d'une vingtaine d'années qui est fourni avec quelques agents, et aussi des jeunes en insertion, des écoles où nous faisons des formations. Viens, je t'emmène dans la campagne de mon enfance, dans ce joli coin de vacances, j'ai vécu de pure joie. Viens, prends ma main. Des espaces propres, des plantes, arbustes et fleurs aux endroits les plus fréquentés de la commune, c'est une philosophie de l'agencement paysager qu'Éric Fagour met en place. Sa matière première, des variétés locales. Ce sont des plantes locales et puis nous avons aussi, il faut le signaler, une serre à notre disposition depuis quelques années. On fait de la multiplication des végétaux. Pour cela, on utilise quoi? Les plantes de chez nous, hein? L'ixoa, la lamanda, très souvent. Les plantes colorées comme le coléus. Une fierté pour les habitants de la commune, conscients qu'un embellissement visuel est un atout. Quand je me promène, que ce soit en voiture ou à pied, effectivement, c'est toujours agréable de voir des fleurs, surtout entretenues. C'est une commune, normalement, tout ce qui est fleurs, j'aime bien. Et je vois que cette commune est toujours bien fleurie. C'est bien d'être dans un espace fleuri, c'est la gaieté, surtout que c'est intéressant. Après 26 ans de métier, la motivation d'Éric n'est pas prête de faner. Il envisage déjà de remonter sur la première marche du concours Ville et Villages Fleuris comme en 2002. Le paysagiste souhaite également décrocher une troisième fleur. Pourquoi pas dès l'année prochaine?
Et notez que mercredi prochain, c'est Fort-de-France qui implantera les panneaux signalant pour le coup sa première fleur obtenue, donc l'an dernier, au même concours Ville et Village Fleuris. Attention aux coupures d'électricité. Demain, de 8h30 à 13h30, il n'y aura pas de courant au Robert dans les quartiers Chapelle, Villarson, Monnereau, Bonny, Bresson, route Monnereau, chemin de Bresson et route des Gras. Pas d'électricité non plus au François. De 8h à 14h sont concernés les quartiers Cascou, Monnereau, Maillot, Capest, Chopotte, Bonny et Bonny 2, Bois-Jaunis, Capest, Hauteur-Bellevue, Hauteur-Cascou, Mansarde, Mansarde-Rancé et Chemin des Filao. Et puis à Trinité, ce sont les quartiers Brin d'Amour, Habitation Saint-Joseph et le lotissement Les 4 Vents qui seront privés de courant de 7h30 à midi. Attention également aux coupures d'eau, le temps de réparer une casse sur le réseau. Il n'y aura plus d'alimentation au faubourg La Camille à Fort-de-France demain de 8h à 14h30. Prenez donc vos dispositions dès ce soir, que ce soit pour l'eau ou pour l'électricité. Enfin, notez en bref que le camion de l'établissement français du sang sera stationné demain sur le parking du centre commercial Océanis au Robert de 9h à 14h. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard à Fort-de-France de 9h à 16h. On termine ce JT des communes à la rencontre d'un homme qui ne manque pas de ressources. Longtemps chauffeur de taxi, Marcel Victoire a totalement changé de voie professionnelle. Il a lancé sa propre entreprise de lustrage de phares de voitures, une activité mobile puisqu'il se déplace afin de couvrir toute la Martinique. Le reportage d'Hubert Bornil avec Guillaume Bacoul. Bien voir et être bien vu, l'un des credos du code de la route, d'ailleurs essentiel en matière de sécurité routière, mais alors quand le véhicule commence à prendre de l'âge, les phares jaunissent. Important à ce moment-là de trouver un lustreur, j'en ai justement un sous la main, il vient à domicile même, regardez. Même si l'on a tendance à trouver les temps difficiles, certains parviennent tout de même à se faire une petite place au soleil. C'est le cas de Marcel, ancien taxico. Il décide un jour d'investir dans un fourgon. Son projet d'entreprise, le déjaunissement des phares. D'un groupe électrogène, deux compresseurs, d'un fût pour l'eau, pour le nettoyage ensuite, et le compresseur et le groupe électrogène juste pour faire fonctionner la petite pousseuse ici. Voilà pour le matériel. L'activité, quant à elle, peut s'exercer n'importe où. On peut passer aisément de la zone artisanale à un arrêt improvisé en bordure de route. On n'a pas besoin de personnel, c'est juste se déplacer, aller sur le lieu de travail de la personne ou chez la personne, faire le nettoyage et repartir. Pour le moment, pas de personnel. Une idée que Marcel a eue en observant autour de lui. J'ai vu un copain qui faisait du lustrage d'optique et j'ai constaté que la demande était forte, mais les gens n'ont plus le temps de se déplacer ou bien à l'heure où ils peuvent, les entreprises sont fermées. Cela dit, la question de la sécurité routière est aussi un excellent argument. C'est comme l'opticien, c'est comme la cataracte, on va dire. J'enlève la cataracte des optiques. C'est-à-dire que mieux voir le soir et non du feu allumé et on ne voit pas devant soi. Voilà donc la journée se poursuit pour Marcel. Alors si jamais vous apercevez son atelier mobile sur la route et que vous avez besoin de faire déjaunir vos phares, vous savez quoi faire. C'est Marcel, ça travaille. Ouais, bah, s'il s'occupe des lunettes, je suis preneuse. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.